Commençons maintenant la deuxième partie de notre cursus initial NetBasics avec la norme Ethernet. Historiquement, Ethernet a été développé sur les bases logiques du système américain Aloha au début des années 70. Il s'est ensuite doté au fil du temps de nouvelles composantes pour lui permettre d'atteindre aujourd'hui des niveaux de fiabilité suffisants et des débits jusqu'à 40 gigabits, voire plus. Il est important de différencier le nom Ethernet des standards I3E 802.3. À l'origine, Ethernet a été développé avec le procédé d'accès CSMACD 1980 que nous avons déjà évoqué rapidement dans la première partie de cette formation, du consortium DEC Intel Xerox. Ce standard a toutefois été repris par l'I3E, Institute of Electrical and Electronics Engineers, et publié en 1990 comme standard ISO 802.3 LAN. Les composants réseau d'aujourd'hui ne sont fabriqués que selon l'unique standard 802.3, mais on les nomme aujourd'hui Ethernet par un léger abus de langage. Que se cache-t-il derrière les normes 802 ? L'Institute of Electrical and Electronics Engineers, dit aussi I3E, se prononce également IEEE, est un regroupement mondial de professionnels de l'électronique et de l'informatique. Créé en 1941, il compte aujourd'hui plus de 300 000 membres dans plus de 150 pays. Entre autres, l'I3E organise de nombreuses conférences techniques et de réunions locales. Il représente aussi, avec 25% de tous les écrits dans l'électronique et l'informatique, un important moyen de publication. L'I3E norme et standardise I3E 802.3 CSMACD, appelé donc Ethernet. Voici les grands standards 802.3 Ethernet. Vous retrouverez donc les plus connus comme le 802.3U qui correspond aux 100 mégabits sur base de cuivre ou encore 802.3 AB qui est le gigabit sous forme de cuivre. Pour transiter, l'information a besoin d'un média. Commençons par parler du cuivre. Les câbles paires de cuivre sont constitués de 2 ou plusieurs fils de cuivre torsadés. Il y a 2 sortes de câbles torsadés, les câbles paires torsadés non blindés et les câbles paires torsadés dites blindés. Globalement, le choix d'un câble paire torsadé blindé ou non blindé est une histoire de culture. Aux États-Unis, il n'y a pratiquement que des câbles paires torsadés non blindés, tandis qu'en France, on n'utilise pratiquement que des câbles blindés. Au-delà de la qualité et du blindage du câble, bien souvent les limites se trouvent au niveau des prises Ethernet elles-mêmes. Voici quelques exemples de câbles Ethernet. Alors on en distinguera 4. UTP pour Unshielded Twisted Pair. 4 fils de cuivre isolés forment le câble en 4 paires nouées les unes ensemble. SUTP pour Screened Unshielded Twisted Pair, respectivement, 2 fils de cuivre isolés de 0,51 mm de diamètre sont noués en une seule paire, 4 paires sont nouées ensemble pour faire le cœur du câble SUTP. Le cœur de ce câble est tissé sur des fils de cuivre recouverts d'étain et emballés dans une membrane en plastique. STP pour Shielded Twisted Pair, respectivement, 2 fils de cuivre isolés de 0,55 mm de diamètre sont noués en une paire, chacune de ces paires est enrobée d'une feuille d'aluminium renforcée de plastique et ainsi blindée. 4 paires blindées sont nouées ensemble pour faire le cœur du câble STP et emballées dans une membrane de plastique. Enfin, le SSTP pour Screened Shielded Twisted Pair, respectivement, 2 fils de cuivre isolés de 0,6 mm de diamètre sont noués en une paire, chacune des paires est enrobée d'une feuille d'aluminium renforcée de plastique et ainsi blindée. 4 paires blindées sont nouées ensemble pour faire le cœur du câble SSTP. Ce cœur de câble est tissé sur des fils de cuivre recouverts d'étain et emballé dans une membrane en plastique. Le cuivre a comme caractéristique primaire qu'il est conducteur d'électricité. On va pouvoir utiliser cette propriété importante pour alimenter certains équipements. L'alimentation électrique des appareils était jusqu'ici laissée aux constructeurs des appareils terminaux eux-mêmes. Ils résolvaient le problème de l'alimentation électrique la plupart du temps par le biais de blocs d'alimentation. Pour cela, une prise électrique
était nécessaire et devait être situé à côté de chaque prise réseau. Grâce au standard I3E Power over Ethernet, PoE, respectivement I3E 802.3 AF et 802.3 AT, ce problème bien connu fut résolu. Le principal avantage du PoE réside dans le fait que le câblage réseau existant peut être réutilisé pour conduire également l'électricité. Les limites physiques du câble ont été prises en compte lors de l'élaboration du standard. Ainsi, les câbles Twisted Pair sont bien adaptés en raison de leur faible rendement transversal et de la prise RJ45 uniquement pour une puissance d'environ 15 watts, voire 30 watts pour le PoE+, qu'on appelle également 802.3 AT. Alors, on distingue deux types d'alimentation électrique PoE, le mid-span et le end-span. Dans le mid-span, on utilise les paires de fils libres et une source intermédiaire. Il faut un panneau similaire à un panneau de brassage, mais intégrant une source d'alimentation entre un switch standard et les équipements alimentés. Cette technologie a aujourd'hui été remplacée favorablement par le end-span. Ici, la technologie PoE est directement implémentée sur le switch lui-même et il alimente directement les équipements sans qu'il soit nécessaire de passer par un élément intermédiaire ni d'avoir des paires de cuivre non utilisées dans le câble spécifiquement réservées à la transmission de l'information électrique et de l'information de type data. Alors Ethernet peut également utiliser un autre matériau de propagation, les câbles en fibre optique. Ils utilisent la fibre de verre ou la fibre synthétique, fibre optique, pour la transmission du signal sous forme d'impulsion de lumière modulée. Les avantages des câbles de fibre optique, d'abord pas d'influence électromagnétique perturbatrice, contrairement au cuivre, grande capacité de transmission pour un faible poids et de faibles dimensions, une isolation électrique parfaite entre l'émetteur et le récepteur, une simplification de la technique des appareils, protection naturelle contre la foudre évidemment, pas de création d'étincelles en cas de défaut mécanique, et dans de nombreux domaines, une atténuation du câble indépendante de la fréquence et de la température. Avec la fibre optique, l'atténuation est faite par la perte d'énergie du rayon de lumière, qui a lieu lors du passage de la fibre sous la forme de dispersion et d'absorption. Elle est indiquée en décibels et est souvent mesurée au kilomètre, décibels par kilomètre. Elle dépend de la longueur d'onde utilisée et doit être la plus faible possible afin de limiter le plus possible les pertes de signal lors de la transmission. Les valeurs d'atténuation typiques sont d'environ 3 décibels par kilomètre pour une longueur d'onde de 850 nanomètres. Pour comparer, les câbles coaxiaux ont une atténuation d'environ 17 dB par kilomètre. On passe donc de 3 pour la fibre optique à 17 pour le cuivre. Les émetteurs et récepteurs optiques, la plupart du temps ce sont des diodes laser, doivent être exactement adaptés à la fibre choisie afin de pouvoir transmettre avec le moins de pertes et de réflexions possible. Un gros problème technique rencontré lors de la pose de fibre optique est encore le raccordement de deux fibres entre elles, ce que l'on appelle le splice. Contrairement aux lignes électriques, pour lesquelles une connexion soudée ou clampée suffit, les fibres optiques doivent être alignées exactement dans leur axe optique. Dans des conditions de laboratoire, ceci n'est pas un problème, mais dans une utilisation mobile, c'est autre chose. Au bout de ces cordons, on place un connecteur nommé GBIC. Un GBIC, pour Gigabit Interface Converter, est un module qui est intégré dans une interface électrique, par exemple, pour transformer celle-ci en interface optique. Avec des GBIC, il est possible d'adapter le type du signal à transmettre aux besoins de la transmission. On distingue plusieurs types d'interfaces, principalement le format SX, dont la portée est de 500 mètres pour une fibre optique 50-125, 220 mètres pour une fibre 62.5-125. On distingue également le format LX, dont la portée est de 10 km, pour une fibre optique 9 sur 125. Après l'aspect physique d'Ethernet, rentrons dans la logique des choses. Dans un réseau informatique, un domaine de collision est un segment, ou une partie de segment, sur la couche 1 du modèle OSI. Dans un tel segment commun de la couche 1, deux stations commencent à émettre simultanément, il y a des collisions. Elles se forment car les deux stations travaillent sur un même média physique, un média commun,
câble ou fréquence radio pour du Wi-Fi par exemple. Les paquets réseau sont mélangés, superposés sur le média et les informations sont ainsi détruites. Un Ethernet disbasté, Twisted Pair, a certes la forme d'une étoile, mais il est composé dans l'utilisation de hubs, logiquement parlant. Et pourtant, il est composé d'un seul lien sur lequel toutes les stations sont connectées ensemble. Toutes les stations se situent sur ce qu'on appelle un domaine de collision. Si au moins 2 stations veulent envoyer quelque chose simultanément, il y a cette collision et en Ethernet, on essaye de minimiser leurs conséquences avec une technologie nommée Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. On a déjà évoqué ce terme par l'acronyme CSMA-CD. Lorsque tous les appareils connectés supportent le full duplex, il n'y a plus de collision. Sur un réseau switché ou commuté, le domaine de collision n'est constitué que de 2 stations, le client et le port du commutateur. Lorsque différentes stations émettrices souhaitent émettre sur un seul et même moyen, le même câble par exemple, il y a le risque que sur une émission simultanée, les 2 signaux se superposent et mènent ainsi à des perturbations. CSMA-CD est un procédé qui permet de détecter ces collisions naissantes et d'empêcher qu'elles se répètent. Mais pour discuter, 2 nœuds doivent d'abord se mettre d'accord sur la meilleure manière de le faire. La négociation automatique caractérise un procédé qui permet au port Ethernet de reconnaître et de configurer de manière autonome la vitesse de transmission correcte, 10, 100 mégabits, 1 gigabit, 10, 40 gigabits par seconde. Et le type de transmission de données, simplex, half duplex, full duplex. La négociation automatique sur Ethernet travaille sur la couche 1 du modèle OSI et est définie dans le standard I3E 802.3U. Afin que les tiers d'une discussion sachent se retrouver et parler entre eux sur Ethernet, il est nécessaire d'utiliser un système d'adressage, les adresses physiques, dites également adresses MAC. Chaque port Ethernet a sa propre adresse MAC, constituée de 48 bits, soit 6 octets de 8 bits. Une adresse MAC est normalement unique. Afin qu'il n'y ait pas de recoupement, c'est l'I3E qui gère les domaines d'adresse MAC. Les 3 premiers octets d'une adresse MAC s'appellent OUI, Organizational Unique Identifier. À l'aide d'une OUI, on reconnaît le fabricant d'un appareil. Le constructeur est libre d'utiliser les 3 autres octets à sa guise. Ce principe garantit que l'adresse MAC ne puisse pas être utilisée plusieurs fois. Autrefois, les PC étaient reliés par un hub. Les stations devaient, selon CSMA-CD, se partager la bande passante. Aujourd'hui, les hubs ont totalement disparu. Ils ont été remplacés par des switches ou commutateurs. Leurs principales qualités sont de diviser les domaines de collision, d'améliorer les performances, de maintenir les tables d'adresse MAC pour associer rapidement les nœuds entre eux. Dans un réseau avec technologie de commutation, Fast Ethernet, chaque utilisateur peut utiliser la totalité de la bande passante. Si le switch a une capacité de 100 mégabits par port, les 100 mégabits ne doivent pas être répartis. Chaque station peut utiliser le moyen de transmission. Elle ne doit pas attendre, comme avec le CSMA-CD, avant de pouvoir émettre. La condition est bien sûr que chaque station du LAN soit directement reliée au port du switch. Pour cela, il existe différents commutateurs avec différents nombres de ports. Le commutateur mémorise les adresses MAC, d'où il reçoit les données, sur ces ports. À l'aide de ces informations, il se crée une table de correspondance entre les ports et les adresses MAC. Cette table contient les différentes adresses MAC et sous quel port du commutateur elles sont directement accessibles. Le switch, ou commutateur, est l'élément central de la topologie en étoile. Le gros inconvénient réside justement dans la position centrale de cet élément. L'interruption du coupleur en étoile interrompt tout le réseau. Autre information, on peut aussi intercepter le transfert de données émises par un tiers. Quelques notions liées aux attaques sur les switches. Le MAC flooding. On a parlé tout à l'heure de la mémoire dans laquelle le switch stockait les adresses MAC et leur position
sur chacun de ces ports. La place de mémoire dans laquelle le commutateur enregistre ses adresses MAC attachées au port est forcément limitée. On profite donc de cette limite avec du MAC flooding en surchargeant le commutateur avec de fausses adresses MAC jusqu'à ce que sa mémoire soit pleine. Autre attaque, l'ARP spoofing. Ici, l'attaquant profite d'une faille du protocole ARP qui est utilisé pour la résolution d'adresses IP en adresse Ethernet. Un ordinateur qui veut émettre un paquet par Ethernet doit connaître l'adresse MAC de son correspondant. Celle-ci est recherchée à l'aide d'ARP. Il envoie un ARP request broadcast. Et si l'attaquant répond maintenant à l'IP demandé avec une fausse adresse MAC, évidemment pas la bonne, d'où le terme spoofing, la victime va émettre ses paquets réseau à l'attaquant qui peut maintenant les lire et éventuellement les transférer à la station de destination initiale. Pour encore mieux gérer les domaines de collision, on peut utiliser une notion logique de réseau, les VLAN. Un VLAN est une structure réseau avec toutes les propriétés d'un LAN habituel, mais sans limite dans l'espace. Il n'y a plus de limite réelle dans la notion de VLAN. Tandis que les stations d'un LAN ne peuvent pas être espacées les unes des autres à volonté, un VLAN permet au contraire de relier des nœuds très distants en un réseau local virtuel. Les VLAN sont des réseaux commutés qui peuvent être segmentés de manière logique. Sans limitation dans l'espace, il est possible de regrouper des serveurs et des postes de travail selon leurs fonctions en groupes de travail dynamiques. Les VLAN peuvent être mis en place de manière transparente et sans modification physique du réseau, tant que les équipements devant faire passer ces VLAN soient compatibles. Un VLAN est aussi un domaine de collision et de broadcast qui peut aussi s'étendre sur plusieurs commutateurs. Le trafic de broadcast n'est visible que dans le VLAN. Cette possibilité d'isoler complètement les VLAN les uns des autres augmente la sécurité. Le trafic entre les VLAN peut être routé. Par contre, le routage n'est pas nécessaire à l'intérieur même du VLAN. Il est possible de réunir en un réseau virtuel un nombre illimité de participants provenant de segments différents selon différents critères. Le port du switch, l'adresse MAC, le protocole de la couche réseau, l'adresse réseau logique, sans que le réseau n'ait à être restructuré physiquement. Sur nos switches, on distingue deux types de VLAN. Le VLAN par port, où le switch est coupé en X VLAN. La notion de VLAN est configurée sur le switch et limitée à lui seul. Le nombre maximum de VLAN dépend du nombre de ports du switch. Ici, un premier VLAN sur les deux premiers ports du switch, un second VLAN sur les trois suivants et un troisième VLAN sur les trois derniers. Autre solution, le VLAN par tag. La trame est marquée d'un identifiant qui peut se propager de switch en switch et qui permet de reconnaître à quel VLAN elle appartient et la cantonner ainsi à son réseau local. Ici, un premier VLAN dit rouge par exemple, si on part du principe que le tag serait nommé rouge. Dans les faits, les tags sont des identifiants numériques. Un deuxième VLAN violet et un troisième VLAN bleu. Les trois VLAN ne peuvent pas communiquer ensemble. Alors un exemple d'outil nous permettant d'effectuer des tests sur la couche logique. Wireshark est un outil indispensable pour le diagnostic réseau. Le logiciel contrôle et analyse les réseaux en cherchant des erreurs. Wireshark peut également être utilisé pour le développement de réseaux et de protocoles. L'outil analyse sur la couche du protocole. Il supporte les LAN virtuels, IPv4, IPv6, etc. Si on rencontre des problèmes réseau, Wireshark est l'outil indispensable. De nombreux experts utilisent ce logiciel pour analyser les réseaux en détail. Au premier coup d'œil, il faut s'habituer à l'interface, certes, mais les fonctions de l'outil sont encore plus convaincantes. Tous les procédés en cours et la totalité du trafic du réseau sont capturés par Wireshark et donc accessibles par l'administrateur réseau. Concernant Ethernet, sa principale limite reste, pour le cuivre en tout cas, la distance maximum du lien qui est de 100 mètres. Donc il faudra, en cas de besoin supérieur en termes de distance, passer par un équipement de couche 1 du modèle OSI, le répéteur, ou opter pour une technologie de transmission de l'information permettant de dépasser cette limite de l'Ethernet cuivre, la fibre par exemple. C'est la fin de la deuxième partie de cette formation NetBasics. A tout de suite pour la partie numéro 3.